tous, il est 18h, c'est Accès Direct, le magazine de la rédaction sur 8 Mont-Blanc. Merci de nous rejoindre, je suis ravie de vous retrouver pour cette demi-heure d'actu et de découverte. Un programme chargé ce soir, vous allez le voir, les parents d'Anne-Cécile Pinel me rejoindront sur ce plateau dans un instant. Ghislaine et Michel continuent de se mobiliser pour que la vérité soit faite sur la mort de leur fille en Croatie. Au mois de juillet, cela fera 4 ans. Gilles Perret, réalisateur et co-organisateur de Paroles de Résistance, viendra parler de cette édition 2018. Ce rassemblement qui se tient aux Glières chaque année réunit les résistants d'hier et d'aujourd'hui. Nous parlerons aussi du programme du samedi à Torrent-Glières. Régulièrement, la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l'Ain nous propose quelques-unes de ces pépites. Ce soir, nous verrons quelques images du fonds Kensman, 170 bobines d'images de Seyssel où vivait l'industriel et de ses voyages aux 4 coins du monde. Et enfin, nous parlerons solidarité avec l'audioprothésiste Céline Pessac. Elle rentre d'une mission humanitaire au Dakar, une expérience qu'elle partagera avec nous sur ce plateau. Mais avant, salut Olivia. Salut Fanette. On va attaquer avec les titres du JT et on va commencer du côté du Salève. Exactement, la France et la Suisse s'unissent pour un projet de réhabilitation. En fait, c'est le groupement local de coopération transfrontalière qui s'est réuni ce matin pour dessiner, pour dévoiler le nouveau visage de la gare de départ et d'arrivée du Salève. Donc c'est Jean-Paul Crespi qui y était et qui nous en dira plus. Et puis on va s'intéresser à nos beaux lacs alpins. Effectivement, et c'est toi qui t'y intéressée, Fanette, pardon. Tu t'es rendue à Annecy, sur les bords du lac d'Annecy, où Savoie-Mont-Blanc Tourisme, ainsi que les 4 offices de tourisme de nos 4 lacs alpins, ont dévoilé leur stratégie concernant le tourisme lac, tout simplement. Donc ils misent tout sur l'été. Donc plus d'explications dans le journal. Et on se retrouve tout à l'heure pour la petite revue de presse. Très bien. À tout à l'heure. On passe tout de suite à nos invités du jour. Je reçois donc Michel et Ghislaine Pinel. Bonsoir, merci d'être sur ce plateau. Donc je disais, au mois de juillet, cela fera 4 ans qu'Anne-Cécile a disparu en Croatie. Ses ossements ont été retrouvés au mois de janvier à quelques kilomètres du lieu de sa disparition. Est-ce que, du coup, on en sait plus sur ce qui est arrivé à votre fille? Est-ce que ces ossements ont parlé? Ces ossements ont parlé pour l'ADN, pour dire que c'est bien Anne-Cécile, mais en dehors de ça, il n'y a aucun élément nouveau. En Croatie, il y a eu un complément d'enquête qui a été mené pour savoir ou pour pouvoir trouver une piste concernant ce qui aurait pu lui arriver. Mais compte tenu de l'état des ossements, aujourd'hui, l'enquête reste ouverte, mais ils sont dans l'impossibilité de se prononcer sur est-ce que c'est un accident ou est-ce que c'est un homicide? Alors justement, pour avoir enfin des réponses à vos questions, vous demandez à la justice française de se mobiliser, enfin, si je puis dire. Demain, vous irez à Lyon remettre une pétition au tribunal de grande instance, une pétition signée par 6874 personnes précisément. Il faut en arriver jusque-là pour vous faire entendre par la justice française? Malheureusement, oui. Pourquoi? Aujourd'hui, vous n'avez pas de réponse? Aujourd'hui, nous n'avons aucune réponse et pour l'instant, on se demande où est la justice. Il n'y a pas eu du tout d'enquête menée en France, qu'on comprenne bien? Si, il y a eu une enquête qui a été menée par les gendarmes de la section de recherche de Lyon jusqu'à début janvier 2015. Mi-2015, ils ont donné leurs conclusions au juge d'instruction sur ce que leur a demandé de faire le juge d'instruction. Et depuis lors, il n'y a absolument rien qui a bougé. Sachant que nous avions demandé déjà en août 2015 que les enquêteurs français puissent rencontrer leurs homologues croates de façon à avoir un croisement de leurs informations et puis que les enquêteurs français puissent se rendre compte de la situation. Ça nous a été refusé d'emblée, ça a été le premier refus qui a perduré et qui perdure toujours. Et on est toujours en train de demander que la totalité de la procédure croate
traduite en français soit dans les mains de la justice française, ce qui n'est pas le cas. Dit comme ça paraît évident qu'il y ait collaboration entre les deux pays dans une affaire de disparition d'une jeune fille. Manifestement, ça ne l'est pas. Manifestement, ça ne l'est pas. Vous vous attendiez à ce parcours aussi difficile pour avoir des réponses ? Non, d'autant plus que la justice nous est tombée sur le dos sans qu'on en ait fait aucune demande. Donc tout s'est mis en route sans qu'on a été pris un petit peu dans cette espèce de boule de neige. Les éléments qui ressortent et qui sont inexpliqués, nous, on demande seulement qu'il y ait des explications, qu'on nous fournisse une explication, parce que ne pas aller au bout des choses, pour nous, ça nous paraît inconcevable. En tout cas, c'est pas comme ça qu'on a été éduqués, c'est pas comme ça qu'on a été formés. Donc, on s'imagine que des gens qui ont un bac plus je ne sais pas combien d'années auraient la même motivation dans le travail qu'ils ont à faire. Et on n'imaginait pas qu'on ait à faire autant de démarches, autant de procédures pour que les choses se mettent en place et qu'il y ait des réponses à nos questions. Vous allez aussi vous rendre en Croatie la semaine prochaine. Là aussi, c'est pour avoir des réponses ? Là, c'est déjà pour aller sur le lieu de la découverte des ossements d'Anne-Cécile, pour nous rendre compte si c'est vraiment loin du lieu où elle a disparu. Parce que moi, personnellement, je me pose une question, c'est que si c'est pas très loin, comment se fait-il que son corps n'ait pas été découvert plus tôt ? Oui, parce qu'il aura fallu du coup plus de 3 ans entre la disparition et la découverte. Oui. Déjà pour ça, et puis après... et vous allez rencontrer les autorités croates sur place ? On doit rencontrer un officier de police qui est chargé de l'enquête là-bas et le procureur de Zagreb. Donc ça sera mercredi après-midi. Et le mercredi matin, nous nous rendrons sur place avec le personnel de l'ambassade de France en Croatie qui nous accompagnera dans ce périple. Le 7 juin, donc la semaine prochaine également, il y a aussi une décision, qu'aussi on retourne en France, pour changer le juge qui s'occupe de l'affaire d'Anne-Cécile. Vous espérez enfin que, vous me disiez pour préparer cette interview, enfin que ça commence finalement cette enquête ? Oui, que ça redémarre, on va dire, mais je rectifierai un peu le terme quand vous dites on va changer le juge qui s'est occupé du dossier d'Anne-Cécile. Je dirais qu'il ne s'est pas occupé du dossier d'Anne-Cécile, parce que depuis qu'il est nommé, il n'y a absolument eu rien de fait. Donc ça fait plus d'1 an, ça va faire bientôt 1 an et demi qu'il est nommé, il n'y a eu absolument aucune action. Donc c'est la motivation première de nos avocats de dire il faut changer, il faut mettre un juge qui a envie de faire les choses. Mais encore faut-il que, même si la décision allait dans notre sens, ce qui n'est encore pas le cas, même si la décision allait dans notre sens, encore faut-il que le juge qui sera nommé ou que l'organisme qui sera nommé veuille bien faire les choses et aller jusqu'au bout des questions et essayer d'amener des réponses. Le 15 juin, vous allez défiler dans les rues d'Albertville. Alors vous êtes accompagné, il y a aussi une association, je l'ai dit tout à l'heure, il y a plus de 6 000 personnes qui ont signé la pétition. Il y a eu 140 courriers envoyés au président de la République aussi pour inciter à mobiliser là-dessus. Qu'est-ce que vous attendez de ce rassemblement du 15 juin ? C'est un rassemblement symbolique. Au départ, on l'avait prévu pour le 25 mai, pour la journée des enfants disparus. Mais pour notre cas, ça aurait été mettre la charrue avant les bœufs, sachant que tout va se concentrer autour du début juin, les décisions, les rencontres. On va peut-être savoir si effectivement il y a des choses qui avancent, s'il y a une volonté de faire avancer les choses, auquel cas les doléances ne seront pas les mêmes. À remettre au sous-préfet. Si monsieur le sous-préfet
daigne nous recevoir, puisque toutes les administrations sont fermées, au public en tout cas. Donc aujourd'hui, on est toujours dans l'attente d'une réponse de monsieur le sous-préfet pour fixer une heure de remise de doléances et donc de départ de marche. Dernière question, vous irez jusqu'au bout pour enfin avoir les réponses? Oui. Oui, alors si les autorités ne l'ont pas compris, nous le redisons encore. Et même s'il faut aller vraiment au clash sur le département de la Savoie, et en particulier dans la vallée de la Tarentaise, en grande période de circulation, on sera là. Eh ben, merci en tout cas d'être venu témoigner sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Je vous laisse rejoindre la régie. J'accueille maintenant Gilles Perret, le réalisateur et co-organisateur de Paroles de Résistance. La 12e édition aura lieu ce week-end. Alors pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas encore, depuis 2007, l'association Citoyens Résistants d'hier et d'aujourd'hui organise un grand événement qui réunit les résistants de la Seconde Guerre mondiale, les résistants d'hier, et ceux d'aujourd'hui, les désobéisseurs civils. Je ne sais pas si le terme vous convient. Cet événement, il a pris de l'ampleur au fur et à mesure des années, avec une journée le samedi, une journée le dimanche. Le fil conducteur de tout ça? Le fil conducteur, nous on se base toujours, nous on parle plutôt de lanceurs d'alerte en termes de résistants d'aujourd'hui. Le fil conducteur, c'est le programme du Conseil national de la résistance, c'est ce beau programme qui a été signé pendant la Deuxième Guerre mondiale, à qui on doit l'État social tel qu'on le connaît aujourd'hui, les retraites, la sécurité sociale, la nationalisation des banques, la liberté de la presse. Et donc ces résistants voulaient construire un monde plus solidaire à un moment où la société française était ruinée. Ils ont réussi à construire cet État solidaire, à organiser le partage. Et aujourd'hui, comme on vit dans une société qui est de plus en plus libérale, et là, avec Emmanuel Macron, on atteint les sommets avec les attaques sur le Code du travail, sur la Sécu, bientôt les retraites. Et donc, on fait de la disparité, on va encore creuser le fossé, on sert uniquement les riches, et donc en espérant que ça puisse servir les pauvres, mais on sait que tout ça, ça crée beaucoup de tensions sociales, beaucoup de disparités. Et donc, nous, on essaye de faire ces rassemblements pour montrer que les valeurs de l'époque, de partage, d'organisation solidaire, de la solidarité, elles sont toujours actuelles et qu'il y a des gens qui se lèvent encore aujourd'hui pour essayer de défendre ça, et on essaye de les mettre en avant. Et on essaie à la fois de les mettre en avant, mais aussi d'amener un petit peu de connaissances. On organise des conférences sur des questions de donc ça, société. c'est plutôt le samedi. C'est plutôt le samedi, donc des conférences qui, par exemple avec les Pinson-Charlot, qui sont des sociologues, des conférences sur la migration, des conférences économiques, des conférences sociologiques, et puis aussi on s'appuie aussi sur des films. On a 5 ou 6 films en avant-première cette année, toujours en présence des réalisateurs, et tout ça pour montrer que les valeurs, et surtout on est soutenu quand même par les anciens résistants dans cette initiative-là, pour montrer que les valeurs qui les ont portées et qui leur ont donné la force de prendre position à cette époque-là, ces valeurs, elles ne sont pas attachées à cette période propre dans l'histoire qui serait les années 40. Il ne faut pas être que dans la commémoration. Ah non, nous on n'est pas du tout. Déjà, nous on est plutôt dans la joie et la bonne humeur. D'ailleurs, le rassemblement, il est né de ça. Pour rappel, Nicolas Sarkozy, on est en 2007, vient sur le plateau des Glières. Il y a un rassemblement organisé en réponse. Oui, au début c'était en réponse. Ça. Aujourd'hui, on est complètement dans la construction et plutôt dans la joie et la bonne humeur pour essayer de construire cette société plus solidaire, puisqu'on a largement les moyens de la construire, puisque cette société-là a été construite au moment où la société française était ruinée. Aujourd'hui, on est la 5e puissance économique mondiale et on serait plus capable d'organiser un petit peu le partage et que de faire en sorte que tout le monde vive à peu près correctement en France. Non, c'est pas vrai. C'est juste que la force politique, le rapport de force aujourd'hui, fait en sorte que c'est difficile de poser cette question du partage. Alors qu'on le sait, tout le monde le sait inconsciemment, évidemment qu'on a les moyens. C'est juste que tout ça, ça s'organise, ça ne tombe pas du ciel, et ça s'organise par des volontés politiques fortes. Et en ce moment, on ne peut pas dire que ce soit ces volontés-là qui soient au pouvoir. Depuis 2007, du coup, vous accueillez, on l'a dit, des lanceurs d'alerte. Comment est la dynamique, disons, parce que maintenant, ça fait plus de 10 ans, les lanceurs d'alerte sont plus nombreux, plus protégés Alors, ils sont plus nombreux à s'illustrer sur des questions sociales, sur des questions dans des domaines très variés, d'ailleurs. Voilà, cette année, on a Cédric Héroux qui vient. Alors lui, c'est plus sur la question des migrants. D'ailleurs, il y aura aussi la marche des migrants qui va arriver à Torrent samedi après-midi. C'est plus divers. Alors, il y a des lois qui sont censées les protéger. En fait, rien du tout. Ils ne sont pas du tout protégés. Par exemple, on a Karim Ben Ali, qui est ce lanceur d'alerte de chez ArcelorMittal, qui viendra aussi témoigner. Et lui, il n'a toujours pas de travail. Il n'est toujours pas protégé. Donc, l'année dernière... on avait Antoine Deltour sur les LuxLeaks,
c'est pareil, ça a été la croix et la bannière, enfin vraiment un chemin de croix pour essayer de faire valoir son bon droit alors qu'ils se sont mis en danger et ils sont toujours très très mal protégés. Il s'est sorti de son affaire seulement il y a un mois en arrière, quoi. Les résistants d'hier, avant de finir, malheureusement, ils sont de moins en moins nombreux. Il y a eu des disparitions cette année. Walter Bassan, Didier Magnin, tous les deux étaient très engagés dans cette manifestation-là. Leur témoignage aujourd'hui, il est particulièrement précieux à ceux qui vont être... C'est sûr. C'est sûr. Nous, on tient quand même notre légitimité, parce que c'est pas facile de prendre la parole sur un haut lieu de la résistance. Là, je parle du dimanche, par justement le soutien de toutes ces grandes figures de la résistance qui ont parrainé notre association, comme Stéphane SL, Raymond Aubrac, mais évidemment Walter, qui est une figure locale et qui était, moi, à titre personnel, quand même un ami qui a disparu, donc on lui fera un hommage cette année. Et donc c'est vrai que nous, on s'appuie sur cette légitimité-là, et eux qui nous poussent en avant. Certains n'ont plus la force physique de venir, mais disent, mais surtout, continuez, allez-y, ne lâchez rien, parce que le monde qu'on est en train de nous construire, on sait comment ça risque de finir quand on voit l'extrême droite qui monte partout en Europe. Et ça, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est que quand on crée de la disparité, quand on détruit les États sociaux et les solidarités en privatisant, en libéralisant, forcément on crée de la tension sociale et on sait en général comment ça finit. Et ça ne finit pas super bien. Alors nous, on veut porter un discours positif, essayer de créer cette société meilleure, et c'est pour ça qu'on vous donne rendez-vous ce week-end. Et tout le programme, toutes les infos pratiques sont disponibles sur le site citoyen-résistant.fr. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Merci. À bientôt. On passe à la revue de presse avec Olivia. Merci. Olivia qui me rejoint et allez-y, je vous en prie. Il y a bouchon sur le plateau. Olivia, on va commencer à Genève. Exactement. Pour ta revue de presse. Avec cet article du Parisien. Nos confrères du Parisien nous annoncent que Zurich et Genève sont les deux villes les plus chères au monde. C'est une étude publiée par la banque UBS qui révèle tout ceci. Elle tient compte des salaires et des loyers pour analyser du coup le coût de la vie dans chaque ville. Dans cette étude, les prix sont en dollars évidemment pour plus d'homogénéité, on va dire ça comme ça. Dans le monde, pour avoir un ordre d'idée, prenons l'exemple d'une infirmière. Elle touche 103 000 $ au Luxembourg par an, contre 42 691 $ à Paris. Et si l'on parle de coiffure, une coupe de cheveux standard pour femmes coûte plus de 94 $ à Zurich, un peu plus de 22 $ à Kiev, en Ukraine, ou encore 7,50 $ au Caire, en Égypte. Dans le classement global, Paris est 12e, mais si l'on tient compte des loyers, Paris remonte en 7e position derrière Tokyo, mais devant Londres. Et puis, Évian est un site apprécié par les footballeurs. Exactement. Le club de foot du FC Liverpool viendra en stage à Évian-les-Bains au mois de juillet. Les récents finalistes, les malheureux finalistes de la Ligue des Champions, s'entraîneront au stade Camille Fournier, un stade d'ailleurs rénové il y a 2 ans. Pourquoi ? Eh bien parce que l'Allemagne était déjà venue s'entraîner dans la ville thermale à l'occasion de l'Euro 2016. D'ailleurs, ça avait fait du bien au département et à la ville. Selon nos confrères du Messager, les supporters pourront donc voir de près le joueur Mohamed Salah ou encore la nouvelle recrue Fabinho. Et puis avec toi, Fanette, on parle de Salomon qui se lance dans une nouvelle aventure. Voilà, c'est une nouvelle aventure puisque l'entreprise va ouvrir sa première boutique en son nom propre à Paris ce mercredi. C'est donc une nouvelle étape, on peut le lire dans cet article du Monde, pour le numéro 1 mondial des sports d'hiver et de la nature. 190 boutiques un peu partout dans le monde, il y en a d'autres dans les grandes villes qui sont prévues. Et ça répond à la nouvelle stratégie de Salomon depuis quelques années. Ils n'ont pas oublié le ski, mais ils se sont concentrés sur une activité toute l'année, et notamment à travers le trail avec des chaussures personnalisées. On avait déjà fait des reportages à ce sujet-là. Donc voilà, une étape importante pour une entreprise locale, si on peut encore utiliser le terme pour Salomon. Plus vraiment du coup. Et puis l'évêché prépare la venue du pape François, évidemment. Voilà, et donc je me suis inscrite sur Twitter sur le compte Pape François à Genève. Donc j'espère que toi aussi, Olivia, pour ne rien louper. Et en fait, c'est l'évêché de Lausanne, Genève et Fribourg qui fait un appel à la générosité, parce que cette messe qui va réunir plus de 60 000 personnes, elle va coûter beaucoup d'argent. Et donc, ils ont posté un appel aux dons sur leur page Facebook avec une question aux fidèles. Que payeriez-vous pour un concert ? Voilà, donc on va voir si ça paye, c'est le cas de le dire. Merci, je ne suis pas sûre de te faire revenir pour le rappel des titres, mais peut-être à tout à l'heure.
J'accueille maintenant Marion Grange, la directrice de la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l'Ain. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va parler du fonds Kensman aujourd'hui. Je crois que c'était déjà le cas la dernière fois. Il faut dire que ce fonds, il y a beaucoup de choses. 170 bobines ont été retrouvées dans un vieux carton, dans une vieille usine. Ça fait un peu histoire de film. C'est le gardien qui les a sauvés en les apportant à la Cinémathèque. Qu'est-ce qui est de si précieux dans ce fonds Kensman? Alors ce fonds, il est précieux parce que déjà c'est le point de départ de la création de la Cinémathèque en 1998, il y a 20 ans. Donc dans cette usine désaffectée de Seyssel, côté 1, on trouve, alors c'est pas un carton, mais c'est des cartons qui remplissent une pièce et qui étaient destinés à être détruits. Et donc le fonds est tellement conséquent et la Cinémathèque est toute petite, naissante à l'époque, donc on n'a pas le temps de les traiter, ni les moyens surtout. Et depuis que moi je suis à la Cinémathèque, c'est un fonds dont j'entends parler. Voilà, c'est vraiment une arlésienne. L'Arlésienne. Et j'avais quand même un défi, c'était un jour de traiter le fonds, de trouver les moyens de traiter ce fonds, qui est très particulier parce que, comme vous le voyez, c'est pas des images régionales comme on a l'habitude d'en montrer ici. Il y en a. Mais la majorité des films se passent à l'étranger. Et donc, on a dû, par le biais notamment de la Fondation du patrimoine, trouver des moyens. On a lancé un appel aux contributions pour pouvoir traiter le fonds. Quand on dit traiter le fonds, c'est-à-dire qu'il a fallu les lire, ces images, elles étaient abîmées ? Oui, alors elles étaient abîmées pour certaines. Elles étaient atteintes du syndrome du vinaigre, qui est une maladie qui altère la pellicule. Et donc, il a fallu les traiter. Et puis, grâce aux moyens qu'on a pu trouver, et comme les films le méritent, on a fait une numérisation en 2K, qui est une numérisation en très belle qualité, et qui va nous permettre, derrière, en valorisation, de montrer des images en salle de cinéma sur des grands écrans. Donc, ça va vraiment être une belle valorisation de ce fonds qui le mérite. Qu'est-ce qu'elle raconte, ces images? Donc, John Kensman, donc, qui est industriel à Seyssel, il voyage beaucoup et il filme ses voyages. Oui. Qu'est-ce qu'elle dit, ces images de cette époque-là? On est sur quelle... Là, on est années 30 et donc on est dans le Maghreb. Alors, il y a deux périodes chez Kensman. Il y a justement... Là, c'est une fantasia, vous allez voir. Il y a une période où il va donc dans le Maghreb dans le cadre de ses déplacements du travail parce qu'il a une usine de mèche, donc il exploite du minerai. Donc, il va beaucoup à l'étranger pour son travail. Et il a un regard de voyageur curieux. Il plante sa caméra là où apparemment pas beaucoup de caméras sont allées quand on voit le regard des enfants assez surpris. Et donc c'est des films de voyage un peu ethno, on peut dire ethnographiques. Et puis après il va y avoir une deuxième partie, vous allez voir en couleur, où là il voyage plus dans le cadre des voyages en famille avec son épouse, sa fille, et puis dans le cadre du Rotary puisqu'il était assez actif avec donc ses collègues entrepreneurs. Et il va du coup aller en Asie, aller aux États-Unis. Donc deux périodes dans sa vie. Et la particularité, c'est qu'il filme quand même des années 20 aux années 70. Donc on va dire qu'on couvre une grande partie du XXe siècle. Pourquoi il filme? Parce que c'est pas son métier. Non, pas du tout. C'est vraiment par plaisir, pour partager. À l'époque, il les montre, ces images? Il les montre. Après, on a pas mal de cette typologie de filmeurs amateurs. C'est quelqu'un qui est ingénieur au départ, donc qui aime la technique. Quelqu'un qui a les moyens de s'acheter un bel objet, une belle caméra, un petit trésor de technologie aussi. Donc je pense que ça a assouvi plusieurs de ses intérêts, là, à la fois de garder une trace de sa vie, de ce qu'il découvre, et puis de se faire plaisir dans le geste de filmer. Alors, il y aura bientôt une exposition. Elle débute le 26 juin au Téléphérique, donc là où se trouve la Cinémathèque à Verrier-du-Lac. Jusqu'au mois d'octobre, voilà, on a les images en couleur. Qu'est-ce qu'elle va dire de cette exposition? Alors, l'expo, justement, elle va sortir un peu des fonds régionaux, comme je le disais tout à l'heure. Dire qu'une cinémathèque en région, elle a certes des trésors sur le territoire, mais elle a aussi le monde entier dans ses collections. Et donc, ça va être
le moment pour nous, au bout de 20 ans, de montrer enfin ces images. Et puis, le prétexte aussi pour inviter d'autres cinémathèques qui font le même travail que nous à l'étranger ou en France. Donc, on aura Normandie Images qui va venir. On va avoir le Home Movie en d'Italie qui va venir. Une archive aussi de Grèce. La Cinémathèque de Bretagne. Et on va travailler avec le musée d'ethnographie de Genève qui va aussi montrer quelques éléments de ses collections. Et le Conservatoire d'art et d'histoire d'Annecy qui va mettre à disposition une statue, puisqu'on va faire en fait un écho entre l'expo qu'elle met en place sur l'environnement, le paysage au Conservatoire d'art et d'histoire et notre expo. Donc c'est aussi le moyen de s'ouvrir sur le monde. Un rendez-vous à ne pas manquer, parce que je crois que vous allez revenir fin juin, donc d'ici là, puisqu'il se passe régulièrement des choses, hein, on le rappelle, il y a souvent des projections, des choses à voir au téléphérique. Tout à fait, donc alors l'expo elle commence le 26 juin, et ce que je peux vous dire c'est que le mercredi après-midi vous pouvez venir, l'entrée est libre entre 14h30 et 17h, et on a des visites commentées le premier mardi du mois à 14h30. Vous pouvez aussi vous inscrire en groupe en nous contactant, et l'accès est gratuit dans le cadre d'un projet Interreg qui s'appelle Entrelacs. Et en plus, c'est un lieu très sympa pour ceux qui ne connaissent pas le... On peut concilier l'expo, la baignade, le resto au bord du lac. Il y a tout... Voilà, rendez-vous est pris. Merci beaucoup Marion d'être venue sur le plateau. Pour terminer, on va passer à notre rubrique On en parle. Nous allons parler solidarité. Je vous en prie. Céline Pessac, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes audioprothésiste à quelques mètres de là, hein, je crois qu'on est voisins à Métessy-et-Pagny. Oui. Vous venez nous faire partager une expérience puisque vous êtes parti là au mois d'avril à Dakar pour offrir le cadeau de l'audition. C'est l'expression, une très jolie expression utilisée par l'association Starkey Hearing Foundation. Alors cadeau, le mot est assez fort. Il est juste quand on part comme ça à Dakar? Alors, on rencontre des personnes qui ont une perte auditive, donc qui sont quand même isolées. Certains ont une perte auditive légère et d'autres très importante. Et du coup, oui, leur mettre des appareils auditifs, c'est une technologie qui est difficile d'accès au Sénégal, hein, et puis dans des pays d'Afrique, et puis même dans d'autres. Et du coup, apporter cette amplification grâce à l'appareil, ça leur fait entendre... Ça peut être le bébé qui pleure, ça peut être le camion qui passe, parce que des fois, c'est des surdités qui sont vraiment tellement importantes qu'ils n'entendent plus. Ou ça peut être des surdités dues à l'âge aussi, et du coup, ils vont retrouver, de voir dans leur regard la puissance, enfin la voix, leur voix, notre voix qui arrive. C'est un vrai cadeau. Donc, Très concrètement, qu'est-ce que vous faites, vous, en tant que professionnel? Alors, on le voit déjà, vous n'êtes pas seul. Non, il y a toute une équipe, parce que là, la Fondation Starkey, en fait, a pareil 110 000 personnes par an. Donc, fait une trentaine de missions. Ouais, c'est vraiment... c'est une fondation américaine, donc avec une logistique aussi américaine importante. Il y a tout un travail en amont pour, en fait, recruter, finalement, les personnes qui sont faites par les médecins, les ORL des hôpitaux sur place. Il y a des embouts qui sont... Des embouts, c'est la partie qui est faite sur mesure à l'oreille pour que l'appareil tienne. Donc ça, c'est fait aussi quelques jours avant. Enfin, donc en amont de la mission. En amont de la mission. Et donc là, on est parti avec... on était 14 audioprothésistes de France, plus le directeur de Starkey France, et le monsieur au milieu, c'est Bill Austin, c'est le fondateur d'une société d'appareils auditifs Starkey, qui, depuis 1986, a créé cette fondation et consacre en fait tout son temps, toute son énergie à sa fondation. Et puis, c'est pas à petite échelle, quoi. C'est vraiment, il a fait des choses en grand. Vous, qu'est-ce qui vous a motivé? Parce que ça fait 4 fois que vous participez à ces missions humanitaires. Qu'est-ce qui vous motive à partir comme ça? Faire de l'humanitaire, ça a toujours été un rêve d'adolescente, hein, et le faire dans le cadre de son métier, c'est magique parce qu'on apporte ses compétences et puis il y a un échange incroyable avec les personnes. On donne, mais on reçoit énormément en fait, hein, donc ça ouvre sur le monde aussi. Je
pourrais faire un pont avec ce que j'ai entendu plus tôt, hein, quand on voit les conditions de vie. J'ai fait une mission avec Audition Solidarité, qui est une association française. On était à Conakry, en Guinée, avec, là, on appareillait des enfants qui étaient vraiment dans un grand dénouement. C'est très difficile. Donc, ces appareils auditifs, ils sont collectés en France. Là, c'était à Conakry. Là, c'est un peu différent. C'est un fabricant d'appareils donc, qui amène ces appareils. Et le fait de les distribuer à tous, ça répartit les richesses, en fait, dans notre monde. Et ça me plaît bien. Comment on fait pour contribuer, pour apporter notre petite pierre à l'association? Alors, chez Starkey, c'est un peu différent. Comme c'est à l'américaine, il y a des galas qui sont organisés. Donc, ils ont déjà leur fonctionnement. Voilà. Donc Starkey, quand on achète des appareils effectivement de cette marque, ça doit bénéficier à la fondation, ça c'est sûr. Après, avec Audition Solidarité, on peut apporter ces appareils auditifs dans les laboratoires partenaires et du coup contribuer à ce que ces appareils soient recyclés pour être distribués dans différentes missions. Après, avec Starkey, c'est différent parce que c'est à plus grosse échelle et du coup, on part avec beaucoup d'appareils. Beaucoup de matériel. Et ben, merci beaucoup d'être venu sur le plateau pour nous faire partager votre expérience. Restez avec moi, je vais faire un petit rappel des titres rapides. Je vous rappelle que nous irons du côté du Salève, puisque le projet de réhabilitation des gares a été présenté ce matin. Et puis nous parlerons aussi d'un collectif de lacs alpins qui s'est créé avec les offices de tourisme des 4 lacs pour porter le tourisme de lac à l'international. Merci beaucoup à toute l'équipe. Merci à vous de votre fidélité. Demain, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle édition d'Accès Direct. Nous parlerons résistance une nouvelle fois avec des collégiens qui ont participé au concours national de la résistance. Et l'espace Malraux de Chambéry viendra nous présenter sa belle balade. Passez une très belle soirée. À bientôt.